Transmission, Covid-19, récit de jeunes soignants en temps de crise. Un podcast par le collectif Derrière la blouse. Le virus impacte maintenant le quotidien de beaucoup de soignants, qu'ils soient en ville ou à l'hôpital. C'est toute l'organisation du système de santé qui est transformée. Certaines opérations programmées sont annulées pour laisser place à l'urgence, et les services sont prêts pour recevoir l'afflux de patients. Ce podcast raconte le vécu de ces jeunes et futurs soignants, touchés de près ou de loin par l'épidémie. À travers leurs témoignages, nous vous transmettrons l'expérience de cette génération mobilisée face aux défis d'aujourd'hui. Chapitre 2, en première ligne. Première partie, Marie, Baptiste, l'ambulancière et Louise. La crise sanitaire impose une réquisition de nombreux corps de métiers dont l'activité est essentielle. Parmi eux, les soignants, exposés en première ligne pour affronter l'épidémie. Peu à peu, ils se coordonnent et cherchent leurs repères dans cette nouvelle organisation, avec un seul moteur, prodiguer les meilleurs soins possibles dans cet univers bouleversé par la crise. Mais déjà, les protections commencent à manquer. Certaines équipes paramédicales et médicales subissent l'augmentation du rythme de travail. Ce manque de ressources humaines et matérielles viennent déstabiliser les soignants. Voici le témoignage de Marie, étudiante en 4e année de médecine. Elle s'est mobilisée pour être faisant fonction d'aide-soignante afin d'intégrer une équipe où plusieurs soignants sont tombés malades. Bon ben voilà, deuxième jour comme FFAS. FFAS, ça veut dire faisant fonction d'aide-soignant. En fait, c'est un acronyme pas très joli pour dire qu'on envoie des étudiants de tous bords soutenir des équipes au bord de l'épuisement. Si je devais parler de mon quotidien, le premier truc qui me vient en tête, c'est la colère. La colère contre tous ceux qui décident de là-haut. Combien on aura de masques, par exemple? Combien de surblouses? Et apprendre que progressivement, on n'aura plus rien. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée auprès de patients Covid-19 en pyjama papier bleu nuit, avec juste des tabliers blancs, de plus en plus fins, on dirait, pour se protéger, autant dire quasiment rien. Alors avec l'équipe, on en rigole, on se dit que la prochaine fois, on viendra en t-shirt ou en tongs. Peut-être même qu'on arrêtera de se laver les mains parce qu'il y aura plus de savon. Mais la vérité, c'est qu'on a peur pour la suite. On a peur de plus pouvoir se protéger de quoi que ce soit. Alors on fait des blagues, on fait des défilés de mode, on se déguise avec les Charlottes. Ça, il nous en reste encore. On parle souvent du manque de matos, du fait que ça n'arrive pas que dans les films, c'est pas une ligne dans le journal, mais en fait c'est la putain de vraie vie. Qu'on aimerait bien que le président et sa famille voient ça de leurs deux yeux et nous disent ok les gars, ok on a merdé, ok on a fait les mauvais choix et ouais, on est désolé pour de vrai. Mon infirmier il me disait tu vois ce service, y a plus rien. Et dis-toi qu'ici à la PHP c'est ce qu'on a de meilleur. Alors prends la dernière surblouse en papier et mets bien ton nom dessus. Parce que nous, tu vois, on est en première ligne. Au début, on essayait de pas rentrer dans les chambres à plusieurs, mais ça complique tous les soins. Et puis, ouais, mon patient, je vais lui tenir la main quand il se met à pleurer de solitude et de peur et d'angoisse. Tant pis pour le Covid. Tant pis pour mon absence de surblouse. On essaye de pas y penser. De pas penser tout court, en fait. On est là, on fait le job. Mais qu'est-ce qu'on a la haine. Aujourd'hui, on a eu un décès. C'était pas mon patient, c'était pas mon côté. C'est une petite 3e année de médecine qui fait FFAS là-bas. Je l'ai vue sortir de la chambre. Elle en faisait une drôle de tête. C'est une gamine épatante, cette fille. Ça fait 10 jours qu'elle se démène comme une chef à poser des perfs, des sondes, elle s'arrête jamais. C'était leur premier décès depuis longtemps dans le service. D'habitude, ils font que de la diabéto. Tu sais, on équilibre la glycémie et au revoir. On s'est tous regardés sans savoir quoi faire. Un patient en chambre double en plus. T'en fais pas, m'a dit mon infirmier. Le voisin va pas durer très longtemps non plus. Il s'en rendra même pas compte. Dans l'histoire, on est tous soudés. Moi, je suis arrivée dans l'équipe hier et je sens que j'ai déjà ma place. Merci, ma belle, merci, Maudit. Merci d'être là, me dit mon aide-soignante, mais de rien. Je réponds en claquant la porte du service à 21h quand je pars. Moi, j'aide où je peux. Du bio-nettoyage aux piqûres, en passant par l'échange et la prise de constante. Parfois, on pense à tous les soignants qu'on connaît et qui sont confinés chez eux, qui pourraient aider, mais qui ont fait des choix différents des nôtres. On juge pas, mais... Ouais, si, on juge quand même. Tu sais, le pire dans cette histoire, c'est qu'on sait faire. Moi, dans mes bouquins de médecin, j'apprends les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé à la lettre. Mais dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on peut encore faire sans matos? Je sais pas. Être là, sans doute. Est-ce que c'est suffisant? Je crois pas. Accablée par la pénurie de moyens, elle témoigne de sa colère envers les décisions prises et de son sentiment d'impuissance en tant que futur médecin.
Pourtant, le défaut de protection pour les patients et les soignants n'est pas le seul enjeu de cette crise. Certains examens sont indispensables pour la bonne prise en charge des patients, et c'est toute la chaîne de soins qui est impactée quand le flux de patients arrive. Baptiste est manipulateur radio. Il réalise les scanners thoraciques indispensables pour le diagnostic du Covid. Parce qu'il est au cœur du suivi des patients, nous avons voulu partager son expérience. Dès le premier jour, en fait, notre hôpital Bichat a été impacté par ce Covid-19 car on a reçu les premiers patients en France. Ils ont été hospitalisés dans notre hôpital. Quand je suis revenu le lundi matin, que j'ai vu l'ampleur que ça avait pris parce qu'à l'entrée de mon hôpital, il y avait des dizaines de médias, de RTL à TF1 et BFM TV. On a eu directement une réunion avec notre chef de service et notre encadrement pour savoir la prise en charge que ça allait impacter chez nous. Il y a eu des réunions d'information dans l'hôpital, dans des amphithéâtres avec tous les professeurs de médecine concernés par la gestion de ce virus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, la radiologie, on a été impacté en même temps que ces patients sont arrivés dans notre hôpital, car il nécessite d'avoir un suivi d'imagerie, que ce soit des radios thoraciques ou des scanners. Donc au début, on avait 4 patients à gérer, donc c'était nouveau, c'était un nouveau virus, donc au niveau des mesures de protection, pour se protéger et pas attraper ce virus, on a été bien encadré par l'unité d'hygiène et de lutte contre les infections nosocomiales de notre hôpital, qui nous a encadrés, expliqué les consignes d'habillage, déshabillage. Jusqu'à présent, oui, on a été protégé. Alors on a subi les vols de masques qu'il y a eu au début. Notre hôpital, il y a eu plus de 2000 masques de volés, il y en a eu je crois 12 000 sur la PHP. Donc on a été un peu en difficulté au début, parce qu'on s'est retrouvé un peu des fois sans protection, mais il y avait toujours une solution qui arrivait dans l'heure qui a suivi. Et là, nos masques sont sous clé, donc voilà. On va pas se plaindre, parce que j'ai des nouvelles d'autres endroits en France, et c'est plus critique que chez nous, donc nous ça va. Après, c'est monté crescendo. Actuellement, à l'hôpital Bichat, on a 287 patients hospitalisés et ça continue à grimper tous les jours. Ça a complètement impacté notre activité au quotidien parce qu'on a arrêté toutes les consultations externes de patients qui venaient pour diverses pathologies. Notre service maintenant tourne à 80%, 90% Covid-19. On ne fait que ça. On a 2 scanners sur 3 qui ne font que ça. Enfin, 24 sur 24, on tourne qu'à ça. Enfin, ça se compte en centaines de patients par jour, hein. Tous les patients qui viennent des urgences pour une suspicion Covid ont une demande de scanner. C'est une charge de travail qui est assez conséquente parce qu'il faut s'habiller, il faut désinfecter la table du scanner. Ce matin, par exemple, j'étais en poste en radio au lit, donc c'est-à-dire que je vais faire les radios thoraciques des patients en réanimation. Parce que c'est des patients lourds qui sont intubés, ventilés, sous assistance respiratoire, sous dialyse, sous ECMO, c'est la circulation extracorporelle. Donc c'est des patients qui sont difficilement déplaçables jusque chez nous dans notre service de radiologie, donc on va leur faire leur radio. Il faut s'habiller, se déshabiller, rentrer dans la chambre, faire attention à tout ce qu'on touche, soulever le patient qui est voilà, intubé, ventilé, sous ECMO, il y a des appareils partout, c'est une charge de travail qui est monstre. Une radio normale, on met 3 minutes à faire. Là, un patient de réanimation, on met 15-20 minutes. Donc multiplié par 30-40, c'est énorme. C'est assez dur. Là, je rentre de ma journée de travail, je suis complètement épuisé. À la fois physiquement et psychologiquement, parce que c'est lourd, hein. Après, au niveau du personnel soignant, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grosse solidarité. On a beaucoup d'étudiants manip radio qui sont en renfort chez nous. Depuis aujourd'hui, on accueille des étudiants infirmiers pour nous aider au quotidien. On a des manipulateurs radio d'autres hôpitaux de Paris qui sont moins infectés que nous au niveau de la prise en charge, donc qui viennent aussi en renfort chez nous. Si on n'est pas solidaire, on va dans le mur là, on est obligé, hein. En réanimation, c'est pareil, hein. Il y a des internes, des médecins, des aides-soignants, des autres corps de métier qui viennent renforcer les équipes parce que voilà, leur cœur de métier c'est d'aider. Ils sont dans des services ou dans d'autres tâches où ils se sentent inutiles via la crise dont on parle partout en France. Donc voilà, c'est des gens qui se sont portés volontaires. Moi, j'ai eu un manip d'un autre hôpital parisien là qui est avec moi ce matin. Il était dans une structure sur la Riboisière où leur activité est totalement réduite et lui il se sentait inutile. Et il m'a dit, moi je pouvais pas laisser en sachant qu'il y a des endroits où c'était en train de souffrir. Donc il s'est porté volontaire sur la plateforme qui a été mise en place par le gouvernement. Et puis via ça, il est venu en renfort chez nous. Enfin, c'est de lui-même, c'est un ressenti. Après, il a dit, si j'aurais très bien pu rester chez moi, enfin, ou dans mon service et puis me tourner les pouces. Mais il dit, moi, voilà, mon cœur de métier, c'est d'aider. Il me dit, je ne pouvais pas laisser mes collègues sous l'eau, quoi.
Baptiste parle de la charge de travail qui explose dans un centre de premier recours pour les patients porteurs. L'organisation de son service lui a permis de ne pas manquer de matériel malgré les difficultés d'approvisionnement. Cependant, l'épuisement des équipes s'installe doucement, malgré la solidarité professionnelle. Nous avons voulu rencontrer d'autres travailleurs qui participent à la continuité des soins. Les patients Covid doivent être transportés à l'hôpital. Ce sont les ambulanciers qui se retrouvent alors en première ligne face aux patients et au risque de contamination. Celle que nous appellerons l'ambulancière, par souci d'anonymat, évoque la faible considération pour ceux qui participent à la chaîne de soins, loin de l'administration hospitalière. On a eu des petits chapitres dans notre formation d'ambulancier à propos des gestions de crise, mais c'est vrai que c'est pas du tout notre domaine. Je vois par rapport au personnel soignant militaire, qui eux sont quand même beaucoup mieux formés que nous là-dessus. Bon, la chance qu'on a, c'est que mon patron est un ancien militaire, soignant militaire. Donc lui, il est au point, donc il a pu nous filer les techniques et nous filer la formation entre guillemets nécessaire pour qu'on puisse se débrouiller. Mais sinon, le reste du temps, on a été lâchés dans le grand bain et il faut qu'on se débrouille totalement. On a été complètement largués, enfin je veux dire, nous, au niveau de l'État, au tout début de la crise, on n'a pas du tout été prévu dans tout ce qui était masque FFP2 déjà. Donc nous, quand ils envoyaient des FFP2 aux soignants, nous, on n'avait que des chirurgicaux. Et au moment où ils ont commencé à envoyer des chirurgicaux parce qu'il n'y avait plus de FFP2, bah nous, on n'avait plus rien. On n'a pas du tout été pris en compte dans cette chaîne. Donc là, je répète, mon patron est un ancien militaire. Fort heureusement, il avait du stock. Fort heureusement, au niveau des ambulanciers, on a quand même une chaîne de solidarité. Donc comme c'était nous qui faisions la plupart des patients atteints de coronavirus au début, toutes les autres sociétés nous ont filé du masque, du matériel et tout ça. On a quand même des contacts pour pouvoir commander du matériel. On a quand même des bons contacts et des bons rapports avec l'hôpital du coin qui a bien voulu nous filer du matériel, mais sinon nous on a été totalement évincés de la chaîne et on s'est retrouvés où on n'avait pas de matériel en fait, on n'a vraiment pas existé. On a commencé à apparaître dans les communiqués de presse du ministère de la Santé et de la Solidarité, genre l'avant-dernier communiqué là, quand ils avaient fait des jolis petits schémas avec des jolies petites images, on est apparu à ce moment là quoi, donc 3 semaines après le début de la crise. Du coup, avec notre hôpital de référence ou nos hôpitaux de référence au niveau régional, on communique beaucoup par communiqué, par mail et téléphone. Mon patron est quand même assez clean du côté où il prend toujours le temps de nous expliquer les nouvelles dispositions. Donc on n'est pas pris au dépourvu. Je vois dans notre hôpital, ils ont modifié l'accès aux urgences, on rentre plus comme avant, il n'y a plus d'accompagnants, prise de température à l'entrée, enfin ils ont mis quand même des nouvelles dispositions, mais c'est vrai que la réorganisation, elle se fait de manière à pouvoir travailler avec nous au niveau service d'urgence, parce qu'au niveau programmé, on fait quasiment plus rien, donc on s'en soucie pas trop, mais au niveau gestion des urgences, l'hôpital réussit quand même à faire en sorte qu'on puisse travailler en adéquation les uns avec les autres sans que ce soit trop embêtant. Les patients sont inquiets. Pour les patients que je croise, que je faisais en transport programmé avant, il y en a pas mal qui avaient déjà commencé à décommander avant le confinement parce que on est des ambulanciers de campagne, tout se sait, donc ils savaient très bien qu'on transportait dès le début des personnes qui étaient atteintes confirmées de coronavirus. Donc du coup, beaucoup de patients avaient déjà commencé à annuler leur transport programmé avant le confinement, et à la suite du confinement, du coup on les voit plus, mais il y a quand même une inquiétude qui plane tout autour de nous, et quand on fait des interventions d'urgence, donc les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Donc là, moi j'ai été appelée sur des urgences qui pour le coup étaient des vraies urgences. Au niveau bobologie, j'en ai pas eu du tout pendant une semaine. Donc c'était vraiment des vraies urgences où les gens étaient inquiets à l'idée d'aller à l'hôpital, parce qu'ils étaient inquiets à l'idée de le choper là-bas. Et là, je me suis dit qu'il y avait quand même un gros problème de communication et que cette histoire de crise de masques, de gants, de matériel, de problèmes d'hôpital public et tout, ont rendu les gens inquiets et ils ont perdu un peu de confiance envers le système de soins. Des failles dans la préparation, l'approvisionnement, la communication. Ce sont pour ces raisons que l'ambulancière évoque une perte de confiance dans le système de soins. Cette impression d'abandon ou de gestion défectueuse trouble à la fois la population et les soignants. Nous retrouvons Louise, médecin hygiéniste, qui nous a livré son témoignage dans l'épisode précédent. Elle nous parle plus en détail de l'aménagement des soins dans les établissements de santé et aussi du vécu des personnels soignants dans ce contexte sous tension.
L'autre crise que nous vivons finalement en tant que soignants, c'est surtout l'accès au matériel. On voit bien qu'on est obligé de prendre des politiques particulières au sein des établissements et à la fois pour protéger nos patients et les soignants de ce risque nosocomial de transmission, notamment dans la gestion des masques. Ça a généré des comportements forcément d'angoisse, de ne plus avoir assez de matériel pour se protéger, protéger les patients, des comportements forcément inciviques, mais vraiment même au sein de la population soignante, avec des vols de masques, de solutions hydroalcooliques, parfois même de nourriture au moment de l'annonce du confinement, alors que malgré tout, ces ressources doivent être mobilisées, mais dans tous les établissements, puisque les soins se poursuivent, hein. On voit bien tous les patients qui ont nécessité une grosse chirurgie pour de la cancérologie, on ne peut pas reporter leur chirurgie. Ce sont des patients à risque, ce sont des patients avec des comorbidités immunodéprimées, parfois à peine sortis de leur traitement chimiothérapique ou radiothérapique, auxquels il faut vraiment faire attention. Donc c'est vrai que cette rationalisation en matériel nous pèse énormément en tant que soignants, puisqu'on se demande sans arrêt quel est l'état des stocks, on en est à rationner l'utilisation des masques, à les distribuer dans les services où ils sont séquestrés par les cadres de soins, distribués selon l'activité clinique. Donc c'est très difficile d'avoir un message protecteur et en même temps de se dire qu'on va manquer des ressources pour se protéger, pour appliquer toutes les mesures barrières et les précautions d'hygiène nécessaires. Par ailleurs, on est quand même très bien organisé, notamment au niveau des ressources humaines. Quotidiennement, on fait la liste des praticiens qui sont disponibles, à la fois pour travailler dans l'établissement, assurer les urgences, la continuité du soin, mais également pour aller renforcer les équipes du CHU, notamment les spécialités d'anesthésie et réanimation. Le suivi RH est également effectué largement au niveau des personnels soignants, puisque il faut tenir compte des gens des soignants qui pourraient être arrêtés, bien sûr, parce qu'ils sont malades, ou bien les soignants porteurs de pathologies graves qu'il ne faut pas exposer dans les services, mais peut-être remettre dans d'autres services. C'est un gros travail de gestion des ressources humaines. La politique est bien sûr que tous les soignants malades restent en confinement à domicile tant qu'on n'est pas dans des formes graves et ne reviendront travailler environ que 8 jours après le début des symptômes en fonction de la disparition de ceux-ci, en se protégeant avec un masque. Et c'est là toute la difficulté, c'est qu'à un moment peut-être qu'on se retrouvera sans ressources humaines suffisantes. Les soins ont à ce jour quand même été bien réorganisés avec des filières spécifiques urgentes. Nous avons réalisé mis en place des checkpoints à toutes les entrées de l'établissement pour pouvoir vérifier qui rentre, est-ce que les patients sont ou les accompagnants porteurs de symptômes pour tout de suite orienter les gens dans des services adaptés. Donc c'est vraiment une grosse gestion humaine, de soins, de réorganisation, avec des modifications quotidiennes en fonction des annonces qui nous sont faites de l'évolution des données épidémiologiques, de l'avancée du nombre de patients graves. Plus on est organisé, plus on est structuré, plus on véhicule un message rassurant, plus on permettra aux soignants d'être efficients dans les soins. Il est vrai qu'aujourd'hui, on est encore un petit peu en stress. On ne semble pas être au pic de l'épidémie en Loire-Atlantique. On se prépare, on essaye d'être de plus dans l'anticipation, mais cela n'enlève pas l'angoisse. C'est compliqué en tant que soignant, mais malgré tout, on est là, on essaye surtout de ne pas être malade, de tenir le coup, d'être très solidaire, et on voit bien l'élan de solidarité de la population envers tous les soignants. Le manque de protection pour l'ensemble de la communauté soignante, la difficulté d'organiser les ressources humaines mettent en péril la qualité des soins. Cette autre crise génère de l'angoisse chez les professionnels de santé, s'ajoutant à la surcharge de travail. Dans tous les corps de métier et à tous les niveaux d'études ou d'ancienneté, les soignants se mobilisent. Les instances sanitaires essayent de mettre sur pied des protocoles et des collaborations, d'organiser les soins au mieux. Mais cela peine à soulager l'inquiétude et la colère de certains. Comment, alors, dans ces conditions, continuer d'exercer son métier malgré la peur de la contamination pour soi et ses proches? Dans notre prochain épisode, ce sont ces ressentis que nous souhaitons vous transmettre, parce qu'il faut mettre les mots sur chacune de ces expériences. Et pour finir, Manon nous partage un de ses textes. Foule porteuse. Des rues. Des gens. Le RER. Des gens. Danger. Je sens l'air morbide. Usé de ces densités humaines. Quelqu'un tousse, les autres s'écartent et tous se touchent. Le Covid tourne et attrape. Ce n'est pas pour moi que je crains les miasmes. Ma sœur a de l'asthme. Maman suivait mon départ d'une mine troublée, et ses yeux roulent quand je pars à l'hôpital. Elle compte les tuer.
à la télé. Fatou Sager ayant s'alarme de ces surprises létales. Elle lave tout avec un si grand enthousiasme. Ma sœur a de l'asthme. Un ami me dit qu'il arrivait de son père, suffocant aux urgences, plus de respirateur. Le corbillard pénurique fit de l'externe en pleurs le vecteur responsable d'un père qui se meurt. Il s'est réveillé sur l'image de ses spasmes. Ma sœur a de l'asthme. Le sentiment d'aller au combat, non armé, la conscience de devenir un danger. Alors quand je tousse tous les fantasmes, ma sœur a de l'asthme. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles transmissions.